Bonjour Laurent. Bonjour Céline. Bienvenue sur le plateau d'ODB TV. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Par quoi je commence? Oh, Je vais commencer par mon identité. Ouais, tu fais Donc rapidement. Laurent Chambertin. Non, je me présente. Je suis aujourd'hui coach certifié ODB, coach labellisé par l'INSEP, APPI. J'accompagne justement la dimension mentale dans le sport de haut niveau et la dimension professionnelle et managériale dans l'entreprise. Voilà, je me suis formé donc chez ODB Academy depuis 9 ans. Maintenant que voilà, je véhicule cette ambition d'accompagner et d'aider les gens qui en ont besoin et qui font appel à moi. J'ai eu un passé de sportif de haut niveau. J'ai été volleyeur professionnel pendant 25 ans, avec voilà, une belle histoire finalement, une belle carrière, parce que je suis resté au plus haut niveau pendant toutes ces années, et puis j'ai pu voilà, vivre de ma passion, du volleyball, et puis aussi vivre des moments émotionnels liés aux compétitions auxquelles j'ai participé, tels les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde, les Championnats d'Europe, avec l'équipe nationale, et puis avec mes clubs, pareil, les championnats, les Coupes d'Europe. Donc voilà, ça m'a permis de me construire en tant qu'être humain et coéquipier et aussi leader. Voilà, j'ai un peu ces trois aspects-là qui m'animent aujourd'hui. Et puis personnellement, moi je suis père de famille. J'ai aujourd'hui quasiment 60 ans et j'ai 2 grandes filles qui volent de leurs propres ailes aujourd'hui et c'est une belle satisfaction. Voilà. A priori, elles font du sport aussi? La grande a fait du sport, elle a arrêté. Okay. Elle a fait filière basket, elle, et puis elle a choisi un autre chemin post-Covid. Et la petite, effectivement, elle a pris le chemin du très haut niveau. Okay. Et ça fait, pareil, une petite dizaine d'années qu'elle est là-dedans. Elle a fait la filière handball, elle. Donc, elle joue au niveau professionnel. Elle est dans le groupe France. Donc, ça aussi, pour un père ancien sportif, c'est quand même une belle fierté. Okay. Je m'en cache pas. Mais je la laisse faire son projet. Je la laisse vivre son projet. Et puis, je suis là pour l'aider si besoin. Très bien. Donc j'entends bien que tu as une carrière sportive de haut niveau, que tu t'es épanoui dedans. Ouais. Qu'est-ce qui t'anime le plus maintenant? Tu as dit que tu étais coach. Ouais. Qu'est-ce qui t'anime dans ce métier de coach? C'est l'aide, l'utilité. J'ai pris conscience de cet aspect-là au cours de ma formation. J'avais ça en moi. Et j'arrivais pas vraiment à en avoir conscience et puis à trouver justement les bonnes mécaniques mentales, les bonnes mécaniques comportementales pour que ça génère déjà en moi de la satisfaction. Okay. Et puis une bonne estime et puis autour de moi de la perf. Moi je suis quand même beaucoup branché perf. Okay. C'est c'est des traces, c'est ça. C'est un héritage. Mais ouais, l'utilité, l'aide, et puis là aussi l'apprentissage, la découverte, l'apprentissage, l'ouverture, le fait de se nourrir des histoires des autres, et puis toujours être en lien avec justement sa propre histoire et travailler toujours ses failles, quoi. Donc c'est ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui dans ma mission et dans ma posture. Ok, dans ta transition. Exactement. Okay. Justement, tu parles de ton histoire. Comment tu t'es construit en tant qu'enfant dans ce sport de haut niveau, dans la scolarité? Qu'est-ce que ça t'a appris de toi, de toutes ces expériences différentes finalement d'un enfant qui fait peut-être un parcours classique? Là, c'est la volonté de réussir. En fait, moi j'étais un élève entre guillemets normal, pas brillant, mais pas
pas cancre non plus. Ok. Et en fait, quand je suis rentré dans cette notion de je veux réussir dans le sport, ça m'a pris très très tôt, hein, entre 8 et 10 ans. Ok. Moi, j'ai fait du football avant de faire du volleyball. Je voulais réussir, c'était vraiment quelque chose qui m'animait au quotidien. Et plus les années passaient, plus je délaissais le côté scolaire pour me concentrer, me fixer sur cette ambition qui était à l'époque un peu incroyable, quoi. Les gens disent, mais en plus, alors football, oui, et puis j'ai quitté le football pour des raisons, pour le coup, a posteriori de valeur, Ok. parce que je ne me reconnaissais pas dans cette ambiance, dans ce milieu, beaucoup de fake. Donc j'ai orienté mon ambition vers un autre sport qui me plaisait aussi. Et puis là, assez rapidement, ça a fonctionné. Donc j'ai délaissé le côté scolaire et finalement, j'étais quand même, par obligation. Et puis c'est là où le premier décalage s'est opéré, où je me sentais tellement nul à l'école que je voulais être le meilleur sur le terrain. Okay. Voilà. Et donc j'étais dans ce mouvement-là où j'avais peu, mais vraiment très très peu de confiance dans le milieu scolaire. Ce qui m'accrochait, c'était les amis, les collègues, les copains. Okay. Et puis dès que je basculais dans mon sport, là je prenais vraiment ma mesure et je faisais parler justement mon potentiel. Donc voilà, j'étais un peu là-dedans. Et puis moi j'ai subi un choc émotionnel à l'adolescence, à 17 ans. Et là, ça m'a fait switcher de manière au départ pas très positive. D'accord. Voilà. Où je suis allé dans des sphères un peu illégales et peu recommandables. D'accord. Tout en faisant du sport. Donc c'est ça aussi où c'était quand même un peu incroyable. J'arrivais quand même à me maintenir à flot dans mon sport, mais dans ma vie perso, c'était un peu n'importe quoi. Et puis, grâce justement à ce cercle que je m'étais construit, école, enfance, adolescence, milieu familial, mon frère qui était encore là, j'ai perdu, donc le choc émotionnel, c'est la perte de mon grand frère. Okay. Donc voilà, j'ai réussi à me stabiliser. Et puis à trouver, voilà, en tout cas à rester sur ce chemin-là, de vouloir réussir dans le sport. Okay. Oui, j'entends que ça était un défi personnel important pour toi. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler justement de tes défis sportifs qui t'ont façonné et qui t'ont permis finalement d'être l'homme que tu es aujourd'hui et qui t'ont conduit vers autre chose après? Ouais. Alors, le premier défi, et c'était pas le plus simple, c'était d'être moi-même. Okay. C'était une mission pas simple parce que le milieu du volley, dans les années 80-90, c'est un milieu assez aseptisé, où il y avait peu de différence finalement chez les gens, dans les acteurs des projets de haut niveau. Et on voulait, ceux qui arrivaient devaient être dans ce moule, quoi, finalement. D'accord. Dans cette case. Et moi, qui étais un trublion, j'ai eu beaucoup de mal, justement, à me faire accepter. Et j'aurais pu me soumettre un peu ou perdre un peu mon essence. Donc le premier défi, ça a été celui-là, c'est de rester moi-même et de vouloir être moi-même. Okay. La personne, avec la personnalité que je développais. Et puis, au fur et à mesure, là aussi, des années, de construire un équilibre entre et une adaptation. Parce que, bien évidemment, il fallait que je m'adapte, mais il fallait que ce milieu m'accepte aussi tel que j'étais. Donc ça a été le premier défi, ouais. de tenir bon. Ouais, surtout que tu es jeune, donc c'est un défi important. Et puis, comme je disais, comme j'avais un peu une vie dissolue, j'avais une communication un peu punchy. Donc ça crée beaucoup de distorsions, quoi, dans le vivre ensemble, le faire ensemble. Et comme j'avais des compétences, ça passait. Donc ça, c'était le premier défi. Puis après, le deuxième défi, ça a été de vivre la comparaison. Okay.
Et quand moi je suis arrivé au plus haut niveau, il y avait un prédécesseur qui était considéré comme le meilleur. Ok. Et donc toi tu arrives là et tout le monde te parle du meilleur, quoi. Ah bah oui. Donc à un moment donné, bah, c'est bien parce que bah, ça t'inspire. En plus c'est quelqu'un avec lequel je m'entendais bien. Mais à un moment donné, moi, comme je disais, moi j'ai envie d'être moi, quoi. Donc trouver mon style, affirmer ma personnalité. Donc ça, c'était le deuxième Ouais, défi, de faire ouais. taire, entre guillemets, ceux qui me parlaient toujours de Ouais. Monsieur Fabiani, que je salue d'ailleurs. Donc ça, c'était le deuxième défi. Et pour arriver justement un jour à battre Monsieur Fabiani. Donc ça, donc là, tu arrives à t'asseoir et à avoir un statut. Ok. Et le troisième défi, alors il y en a plein d'autres, hein, mais le troisième Ouais, qui me vient en tête, ça a été pareil, d'assembler. Moi, c'était vraiment mon ambition, c'était d'être un assembleur, un rassembleur. Justement, j'avais tellement souffert, enfin, j'exagère un petit peu dans le verbe souffrir, mais j'avais subi la non-acceptation des différences. Et de la différence que moi, je voulais justement agglomérer toutes les différences et faire un collectif fort et vivre une aventure humaine avant tout. Mais dans le sport de haut niveau, plus ça avançait, bah, pareil, l'aventure humaine, compliquée. Oui. Donc pareil, des jeux de rôle. Et moi, j'étais souvent au centre. C'était ma volonté d'être au centre. Dans le jeu, j'étais au centre déjà. Donc ça a été très compliqué et ça a été un défi de rester là-dedans parce que c'était mon essence. Donc je ne voulais pas m'isoler et je voulais faire le bien, quoi, entre guillemets. Faire un peu, pas le sauveur, mais en tout cas le faiseur de liens, quoi. J'aime bien me définir comme ça. Ok, le faiseur de liens. Ok. Et comment tu as surmonté ces périodes un peu de doute sur tes compétences, sur ton savoir-être? Comment tu t'es débrouillé? Est-ce que tu as demandé de l'aide ou est-ce que tu t'es Non, fait ça je tout pas- seul comme un grand? Besoin d'aide, j'en avais. Et, comme je t'ai dit, c'est que moi, je perds mon grand frère et mon deuxième frère part parce qu'il ne supporte pas la situation. Donc lui, il migre. Ok. Donc moi, je me retrouve tout seul. Ok. Et mes parents qui étaient voilà, dans la sidération et dans la douleur très longtemps. Donc en fait, bah, je me suis retrouvé un peu voilà, tout seul, quoi. Et j'ai pas eu déjà pas ce réflexe, mais en tout cas cette idée de me faire aider. Parce qu'il y a 40 ans, On en parlait beaucoup moins. on en parlait beaucoup moins, hein, la dimension mentale, la psychologie de l'adolescent en plus. Moi, mes parents, pareil, ils n'y ont pas pensé. Bah, ils avaient leur Et peine déjà. je leur en veux pas, bien évidemment. Donc, non, j'ai pas demandé beaucoup d'aide. Par contre, mon cercle familial, parce que moi, alors je me suis pas marié tout de suite, mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a beaucoup accompagné et aidé. Mon ex-femme qui m'a accompagné pendant cette période. Mes amis chers, voilà, ça a été un peu mes piliers, mes soutiens. Et en fait, je me réfugiais dans leur intimité pour apaiser un peu toutes mes douleurs, toutes mes souffrances et la complexité dans laquelle j'étais. Mais c'est vrai que je n'ai pas demandé d'aide. Et là aussi, mon ego, qui à une période était beaucoup trop fort, beaucoup trop haut, mon sang antillais aussi, la fierté, tout ce qui est un peu lié à mon ADN, faisait que là aussi, je refusais l'aide. Ok. Enfin, je refusais pas, mais en tout cas, je pensais pas. Donc du coup, comment je me suis pris? Ben, c'est mon ambition, c'est vraiment cette volonté d'exister en étant le meilleur possible, mais avec les autres. Ok. J'étais pas esselé, j'étais pas un satellite. J'étais dedans, mais et dans le collectif, c'est ça qui me nourrissait, c'était le collectif qui me nourrissait, dans les relations, les liens amicaux, les liens de fraternité aussi. J'ai eu beaucoup de frères, hein, de substitution.
c'est ça qui m'a aidé, vraiment, dans tout mon parcours. Ok. Ok. Et après 25 ans de haut niveau, du coup, tu t'orientes dans le management, dans l'accompagnement. Ouais. Qu'est-ce qui déclenche ce virage? Ben, c'est ça, c'est un peu cette appétence pour mener. Ok. Alors moi, au volley, le passeur, c'est le meneur, c'est celui par lequel le jeu passe. Il distribue, il oriente, il décide. Et voilà, quand j'ai commencé à appréhender ma fin de carrière, je me suis dit, bah, c'est quelque chose qui me plaît. Bah, d'être au centre. Alors j'emploie souvent cette phrase-là, mais ce n'était pas pour être dans la lumière, c'était pour être vraiment un relais, pour être actif et être utile. Je reviens à ce mot-là. Pas en option. Non, non, c'est il est là, mais alors après, pareil, avec la maturité et un peu de sagesse, j'ai appris aussi à prendre le recul et à laisser la place. C'est vrai qu'on me disait souvent, ah, tu prends toute la place, alors que ce n'était pas l'intention que j'avais. Donc ouais, le management, ça a été assez naturel chez moi d'enclencher ça, management de projet, management d'équipe. Okay. Et puis moi, j'ai beaucoup de créativité, donc plein d'idées. Donc voilà, je voulais faire de l'événementiel, je voulais gérer les athlètes d'une certaine manière. Okay. J'avais plein d'idées à développer. Et donc je me suis lancé dans le management de projet et d'équipe de cette manière-là, donc peu structuré. D'accord. Et c'est là où j'ai pris aussi des écueils, des échecs, qui m'ont amené à me re-questionner sur qu'est-ce que je vais faire de ma deuxième vie, quoi, finalement. Okay. Parce que cette période tampon, elle a été hyper bénéfique pour moi. Je me suis régalé, je me suis pris des grosses calottes, je me suis pris des coups de couteau dans le dos aussi, cette notion de... Justement, je donne tout, et en fait, on n'est pas loyal avec moi. Okay. Et donc ça, je ne l'ai pas très très bien vécu. Donc voilà, cette notion de management m'a animé. Et au bout d'une petite dizaine d'années, je me suis dit non, je vais modifier. Je vais modifier mon positionnement dans cet univers du management, mais du faire ensemble. Okay. Voilà. Et de trouver une posture différente pour pas aller mieux, mais en tout cas être plus apaisé, parce que j'ai jamais été down, mais j'étais très en colère, très contrarié, et trouver plus d'apaisement, de sérénité. On parlait de pression tout à l'heure, c'est à partir de ce moment-là où, voilà, même si quand tu es athlète, tu gères la pression, tu apprends à gérer la pression, mais elle est tout le temps là. Mais aujourd'hui, la pression, moi, je la perçois même pas, okay. Même plus. Okay. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, pour toi, ça fait sens que le coaching, c'est ta place? C'est en parlant, en découvrant la pratique. Okay. Grâce à ma deuxième fille, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que donc, ma deuxième fille qui était dans la filière hand, elle sort du cocon familial, c'est pas simple pour elle. Donc on l'amène chez un psy, ça passe pas du tout. Mutisme total. Pour la faire aider, donc elle parlait pas, et puis on me parle d'un coach, okay. Monsieur Johan Duclos. Okay. Donc je rencontre Johan, et puis on passe le deal, et donc Johan accompagne Jazz. Et donc comme elle était mineure, moi j'étais pas trop loin, tu vois. Ah oui. Donc voilà, j'entendais, et puis surtout Johan, on débriefait après les séances. Et puis je me suis rendu compte que c'était très utile déjà par rapport à l'évolution de ma fille. Je voyais les effets positifs chez ma fille, en termes de développement, puis en termes de perf aussi. Et puis en discutant avec Johan, j'ai perçu un fort intérêt justement de cette posture-là, du lien, mais plutôt de l'accompagnement, et pas de la présence, de l'omniprésence. Okay. Et entre guillemets du contrôle et du drive, quoi. Okay. Plus là, en apport, en support, je reviens sur l'optionnel.
Même si la démarche, quand on se fait coacher, c'est pas optionnel, c'est une démarche. Donc voilà, j'ai pris conscience de ça. Ok. Et puis ben voilà, je me suis renseigné, j'ai fouillé, j'ai échangé. Et j'ai dit, mais c'est ça. Mais c'est ça. Ça fait sens pour toi. C'est exactement ça. Ok. Être utile, mais tu vois, pas être en lien enchaîné, de pouvoir aider. Et puis cette notion aussi de, on fait appel à toi. Ok, Ça, j'aime bien. toi t'aimes bien. Ça m'est resté aussi, ça. Ok. Quand j'étais athlète, j'aimais bien quand je recevais des coups de téléphone. Laurent, tu veux pas venir jouer avec nous? Ça, c'est la nourriture de mon ego, un petit peu encore. Même si c'est Ouais, pas le... ça fait toujours du bien de nourrir un petit peu. Exactement, c'est pas le courant principal, mais tu vois, je sais que j'aime bien ça, qu'on fasse appel à moi. Pour alors de l'aide, mais aussi de la progression, tous les sujets qu'on peut aborder en coaching. Donc ouais, c'est devenu à un moment donné, enfin très rapidement, assez évident. D'accord. Et puis quand je suis rentré dans la formation, ouais, quel bonheur. Dans un deuxième temps, parce qu'il y a des moments difficiles, C'est clair. justement, où il faut retourner dans certaines périodes pour comprendre justement comment tu fonctionnes vraiment, les failles dont je parlais tout à l'heure, Oui. qui sont encore béantes pour certaines. Donc moi j'ai trouvé un énorme intérêt dans la démarche et dans la mécanique, dans tout ce qui compose le coaching, quoi, dans la posture, dans les outils, dans tout ce qui est cognitif, dans tout ce qui est sensitif, dans tout ce qui est intuitif, dans tout ce qui est émotionnel. Moi, je suis beaucoup dans les émotions. Ok. Donc voilà, c'était une évidence pour moi. Et puis voilà, j'ai démarré mon activité. Ok. Et dans ta pratique aujourd'hui, quelles sont les 2-3 valeurs principales que tu véhicules? L'utilité, je répète, la transparence Ok. et l'authenticité. L'authenticité. C'est des mots-clés. Ouais, transparence, pour justement éviter qu'on puisse, enfin pas qu'on puisse, mais en tout cas qu'il y ait une d'être immiscé dans de la manipulation, Ok. authenticité, transparence, Authenticité. et puis ouais, d'être utile. Et moi, c'est vraiment mon leitmotiv quand de comment je pourrais être utile pour toi. C'est la première phrase que je dis. Donc, ben, voilà, situation, et puis après on y va. Mais ces valeurs-là, ouais, d'humanisme aussi, parce que j'ai une histoire particulière. Moi, je suis métisse, Ouais. j'ai une double culture, et j'ai souffert, voilà, comme je le disais tout à l'heure, de la différence. Donc, pour moi, c'est pas possible, quoi, de vivre de cette manière-là, dans ces rapports-là. Donc, je suis un défenseur. Voilà, de l'humanité, de l'humanisme. Donc ça, c'est ancré, quoi. Eh ben oui. C'est une Ouais, je valeur forte comprends. chez moi. Donc tous les sujets qui viennent heurter, qui viennent perturber cette notion d'humanisme, d'humanité, c'est plus compliqué pour moi. Je comprends. Donc voilà, un peu en termes de valeurs. Ok. Et est-ce que justement tu aurais une petite anecdote à nous partager, peut-être pas forcément sur toutes ces valeurs, mais que tu as vécu avec un de tes coachés dernièrement, ou Un de mes coachés, peut-être dans une autre, dans une phase autre de vie, ton... dans une autre phase. Ouais. Avec un de mes coachés, une anecdote. Alors, il y en a une qui est récente, parce que j'ai eu l'opportunité et le bonheur d'accompagner des athlètes et des entraîneurs pour les JO de Paris. Et pour certains, depuis la fin de Tokyo, la précédente Olympiade. Donc c'est quand même un chemin long, même s'il y a eu un an de moins entre les deux Olympiades. Donc accompagner un athlète pendant 3 ans, c'est quand même une belle tranche de vie. Ouais. Et l'anecdote, c'est justement un de mes coachés qui est dans une phase plutôt ascendante en termes de résultats,
mais toujours en délicatesse avec certains leviers personnels, de compréhension de ces mécaniques. Et moi, là aussi, l'objectif et la volonté que j'ai, c'est de rendre autonome les gens que j'accompagne. Et l'anecdote, elle se situe là, c'est que quand moi, mon coaché m'appelle pour me demander qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, c'est là où je dis, mais non, c'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. Et donc cet athlète en question, juste avant une compétition importante, m'appelle et me dit, écoute Laurent, là je suis perdu. Alors c'était pas à la fin du coaching, hein, c'était un peu au milieu du coaching, donc l'année 2. On avait commencé à travailler et je lui avais déjà répété cette phrase assez souvent. Et il me dit, là je suis perdu, j'ai peur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et l'anecdote, en fait, je lui ai dit, tu te débrouilles, quoi. J'ai été assez, pas dur, mais en tout cas ferme. Et puis pas doux dans ma communication. Un peu piquant même. Ouais. Pour le mettre face à ses responsabilités d'homme et d'athlète. Et il fait 2. Il finit la compétition sur le podium, perdu en finale. Et l'anecdote, c'est les remerciements qui me renvoient sur la séance d'après. Déjà le petit message, mais aussi surtout la séance d'après où le remerciement de me dire, ah, j'ai compris quoi. J'ai compris. Parce que par rapport à ce que tu m'as dit, ça m'a mis face justement à mes responsabilités d'homme et d'athlète pour assumer mon projet, quoi. Et c'est à partir de là où lui a pris conscience que les outils qu'il avait à disposition, il savait les utiliser, il savait s'y approprier. Dans cette situation de momentum, forcément avec fort enjeu, forte pression, émotion, tourbillon émotionnel. Donc voilà une petite anecdote qui reflète un peu un feedback positif sur mon coaching. Mais il m'a fallu, tu vois, je ne l'ai pas dit tout de suite, hein, ça n'a pas été du tac au tac quand il m'a appelé, il a fallu que je me dise, attends, là, c'est là maintenant où il va falloir que... Et voilà, j'ai été dans le... Parce que moi, j'aime pas le conflit. Mais parfois... Et j'aime pas être dur. Mais des fois, il faut être dur. Et il ne faut pas ouvrir la voie du conflit, mais ouvrir la voie de l'opposition, de la contradiction. Donc ça a été aussi un bon exercice pour moi, pour me rendre compte qu'à un moment donné, de dire non, oui, mais de comment tu dis non, comment tu argumentes le non, pour faire prendre conscience. Alors là, ça a été pas tout à fait définitif, mais il avait quand même franchi un sacré cap d'autonomisation. Donc voilà, ça m'a... Tout à l'heure, je parlais de... J'apprends aussi de l'autre, donc moi aussi, par rapport à ma pratique, ça m'a appris à être ferme et à dire non. Ok, je comprends. Et comment tu voudrais, toi, aujourd'hui, inspirer? Déjà, comment tu inspires au quotidien et comment tu voudrais inspirer le milieu sportif et peut-être emmener peut-être plus de sportifs, justement, à demander l'aide d'un coach, parce que souvent... On n'ose pas demander, disais-toi. Des fois, il suffit de un petit accompagnement. Et comment tu voudrais inspirer Comment je voudrais, en étant moi-même. Hein. Dire, là, on parlait des valeurs que j'incarne et que je véhicule. C'est ça, c'est en diffusant cette notion d'équilibre, d'alignement, de sérénité. Et puis de compréhension des mécanismes. Alors c'est que ça passe par un peu du non-verbal. C'est vrai qu'on a tendance, quand on parle de moi, quand je questionne, je suis quelqu'un de plutôt posé et qui pose justement un cadre un peu sécurisé et de confiance. Donc j'inspire à ça, à vraiment générer un cadre, un contexte sain, honnête, parole libre, confiance. Donc ça, c'est ma première inspiration. Et puis,
justement dans ce côté pédagogie, parce que dans des questions informelles, ben, je ne me prive pas justement de pouvoir promouvoir notre pratique du coaching, parce que je sais que c'est utile, que ça fait du bien. Et donc ouais, je fais beaucoup de pédagogie au niveau informel, et puis dans des rendez-vous professionnels, dans des rencontres professionnelles, ben là aussi c'est de pouvoir avec les autres construire des stratégies, là aussi de communication et de savoir-être pour être identifié comme ressource. Comme ressource utile et intéressante sans en faire trop. D'accord. Pareil, de sentir les moments où, tac, je vais pouvoir envoyer un petit message. Ou alors de poser des questions qui, à un moment donné, vont pouvoir faire prendre conscience que, mais attends, mais la dimension mentale, là, ça fait, ça fait 1 an et demi qu'on ne l'a pas bossé. Et, comment vous faites, là? Comment vous y prenez? Parce que vous me parlez de la pression du mental, mais vous ne la bossez pas. Donc, pour moi, il y a une incohérence là-dedans dans votre discours. Donc, voilà, d'être attentif à ces signaux-là pour poser un peu un point d'alerte, et puis, ouais, promouvoir. Et puis, inspirer la confiance, c'est ça, c'est inspirer la confiance, inspirer l'intérêt et inspirer l'utilité. C'est vraiment ces trois piliers-là qui sont, à mon sens, à mon avis, déterminants quand un système, une organisation fait rentrer nos compétences et nos ressources externes, c'est que voilà, ils ont compris ça, quoi. Donc, c'est de pouvoir à la fois inspirer et puis pouvoir promouvoir. J'aime bien cette notion de promotion, sans en faire trop, mais voilà, d'identifier les moments où il est bon de pouvoir mettre les gens en contradiction, ou alors de profiter d'un argument ou d'une discussion pour imposer. Nous, on est là. Hein. On est là, on est à votre disposition pour parler de votre projet, de vos problématiques, de vos objectifs. Et souvent, on parle de prévention dans la santé. Ce serait peut-être aussi intéressant, la prévention dans le sport, dans la dimension mentale, en fait, avant d'avoir un problème, justement, est-ce que, justement, toi, tu as envie de créer quelque chose comme ça, tu es en train de le faire Alors, je l'ai fait. Je l'ai fait sur les 2 Olympiades dont je parlais. Je le fais aussi parce que j'ai démarré... moi, mes 3 premières années de coaching, c'était dans l'entreprise. Okay. Et j'étais souvent appelé pour, pas des top managers, pour des mid-managers ou des juniors. Okay. Et donc, j'avais cette notion aussi, même si je démarrais ma pratique, j'avais cet aspect pédagogie. Et dans le sport de haut niveau, aujourd'hui, il y a des programmes, des organisations, enfin des programmes qui ont conscience de ça. Donc moi, j'ai accompagné des relèves, donc des jeunes, à justement comprendre l'intérêt a posteriori, mais surtout, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la dimension mentale? Comment ça marche? Donc, ouais. Je pense que la prévention, c'est comme tu as l'ostéopathie et la kiné, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que tu as une blessure kiné, ouais, mais l'ostéopathe, il va te aller à la source. C'est ça. Et pour t'éduquer à, justement, à rester plus longtemps en équilibre, à rester plus longtemps en énergie. Donc, ouais, cette notion de prévention, je suis complètement d'accord avec toi. Il faudrait que la société française soit beaucoup plus attentive à ça et place justement ce travail, et je reviens sur ce mot intérêt, de ce qu'apporte la compréhension de sa dimension mentale, de sa mécanique mentale, de ses mécaniques mentales, dans ses comportements, dans ses actions, dans ses projets, dans son évolution. Et ouais, j'aimerais qu'on puisse... intervenir dans les écoles, dans les universités, dans toutes les organisations où les personnes sont en construction, en évolution.
Ce serait beau. Si tu avais, pour le mot de la fin, si tu avais un conseil à donner à un jeune comme toi qui est... Je suis plutôt jeune, hein, moi. Non, mais quand tu étais jeune, une dizaine d'années, là, que tu as commencé à visualiser, te dire l'ambition de devenir un sportif de haut niveau, quel conseil tu pourrais leur donner à ces jeunes pour qu'ils puissent justement allier leur ambition sportive, la scolarité, la dimension mentale, la dimension physique, en fait, toutes ces choses qui vont amener à pouvoir s'élever et atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés? Conseil, je reviens sur les mots-clés qu'on véhiculait tout à l'heure, qu'on a pu émettre. C'est pas simple quand on est minot, hein, mais tu vois, de pouvoir assez rapidement être le plus honnête possible vis-à-vis de soi-même. Tu vois, de pas dénier, de pas s'inventer des scénarios qui n'existent pas, d'assumer ses limites, de repérer, là aussi, d'accepter ses failles pour justement aller chercher une ressource externe, un accompagnement qui va permettre de comprendre pourquoi j'ai ces failles, de comprendre pourquoi je suis à cette limite, et puis de pouvoir les dépasser. Donc le conseil, c'est de demander de l'aide, mais pas de l'aide dans le sens où je suis en danger, je suis déjà presque sous l'eau. C'est de dire, mais de comprendre que tout ce qui est cognitif, tout ce qui est comportemental, tout ce qui est émotionnel, ça passe par le cerveau. Donc il faut bosser le cerveau. Bon, après un petit problème technique, on reprend. Donc tu nous parlais justement de cette dimension mentale qui est très importante à prendre en compte dès les premiers moments en fait, de cette envie de sport de haut niveau, avant d'être sous l'eau justement, la prendre en compte vraiment au départ, pas forcément pour aller voir un psy, mais justement d'arriver à comprendre cette dimension mentale et comment elle peut nous aider à aller plus haut. Exactement, ouais, c'est ça. Donc, en termes de conseils, puis ça ne concerne pas uniquement les sportifs de haut niveau, hein, tu vois, les étudiants, c'est pareil. Les gens qui partent dans l'apprentissage, tous les univers, tous les contextes sont bons, justement, à aborder la vie de cette manière-là. Et la construction de ta personnalité, et puis l'émergence d'une ambition, d'une perspective professionnelle. Donc, c'est vraiment de prendre en compte cet aspect dont on ne parle pas suffisamment dans le milieu scolaire, puis même dans le milieu familial. Là aussi, c'est un peu encore, pas tabou, mais c'est encore connoté, faiblesse. Donc, c'est tout de suite de pouvoir comprendre que la limite, même le stop, c'est une opportunité pour s'élever, quoi. C'est ça le conseil, c'est que le fait d'aborder et de comprendre que chaque épisode, chaque situation dans laquelle je ne réussis pas forcément, ou c'est très difficile, ou alors je ne comprends pas, ou alors je me perds, c'est des opportunités pour justement se développer, pour justement mieux comprendre, dépasser une limite, acquérir de plus en plus de connaissances de soi pour faire parler son potentiel, ses compétences. Il y a plein de gens qui sont pleins de potentiel, mais ils ne savent pas le mettre en place, le structurer, parce qu'ils ont des limites, des blocages. Donc, tant qu'ils n'ont pas travaillé là-dessus, alors c'est pas que ça ne marchera pas, mais en tout cas, ce sera toujours limité ou toujours difficile. Ça demandera une énergie énorme, donc des trajectoires un peu up and down. L'idée, c'est de progresser tranquillement, mais sûrement, puis d'arriver à des plateaux pour ancrer, et puis après envisager de nouvelles perspectives, puis hop, ça repart. Voilà, pente douce. Mais les pics et les up and down, alors c'est bien aussi de pouvoir apprendre par l'échec.
Mais s'il y a cette pédagogie en amont, on parlera moins d'échecs, on parlera plus de non-réussite. Ok, c'est sûr que ça n'a pas la même connotation. Mm. Ok Laurent, bah, écoute, je te remercie Merci à toi. pour cet échange intéressant. Et puis je pense qu'on se retrouvera certainement dans un podcast pour parler de prévention et de tout ce qu'on a discuté Volontiers. dans notre échange. Merci. Voilà. Bah, merci à toi.